Alors, notre invité de cet après-midi, j'ai une petite bio, mais on a pas mal le temps d'installer ça rapidement. Il est né, puis il me corrigera si c'est pas vrai, mais en 1981 à Sherbrooke. C'est un joueur de balle, un joueur de baseball qui s'est tourné vers la musique à un moment donné. Il est devenu auteur, compositeur, interprète. Depuis 2009, il a fait paraître 7 albums. Oh, je me suis trompée, je pense. Benoît Pinette tire le coyote. Bonjour. Allô, allô, ça va bien? Ça va bien? J'ai-tu fait un boubou? Je suis né en 80. Ah, puis je vous ai rajeuni d'1 an. En fait, c'est que je suis né le 30 décembre 80, donc on était Ah, presque en 81. un bébé du temps des fêtes. Effectivement, oui, Ça, il oui, ressemble à oui. quoi le temps des fêtes chez vous? C'est mélangé encore? Ouais, c'est ça, c'est ce qui c'est ce qu'on apprend en étant enfant qu'on n'a pas beaucoup de fêtes, en fait, quand on a notre anniversaire dans ce temps-là, parce que ça se mélange à travers Noël et le jour de l'an. Fait que, mais c'est correct, je vis très bien avec ça. Ça va? OK, donc Ah on oui, oui. creusera pas trop là-dessus Non, aujourd'hui. non, pas là-dessus. Confidence pour confidence, j'ai des jumeaux qui sont nés le 26 décembre. Ah, OK. Je vous les Ouais, présenterai un de ces ouais. quatre. Donc, vous êtes ici, non pas à titre d'auteur, compositeur, interprète, quoi qu'on va en reparler tantôt, mais parce que vous nous avez offert en février un premier recueil de poésie qui s'appelle La mémoire est une corde de bois d'allumage. Je le disais, Benoît, vous avez 7 albums. Là, la poésie arrive. Ce sont des textes courts. C'est un petit livre qui est immensément plein. En quoi le travail de l'auteur est différent de celui du poète? À prime abord, moi, je suis parti avec l'idée que ça se ressemblait beaucoup. Puis c'est Ah, en cours de travail que je me suis rendu compte qu'on était dans deux univers complètement différents. Dans le sens où, en fait, l'élan premier du travail est le même. C'est-à-dire que moi, je travaille souvent mes chansons avec une idée de départ qui est souvent une métaphore, qui est souvent une image forte. oui. Puis cette image-là va me donner une direction, puis je vais vouloir mettre de la chair autour de cette image-là. Et le travail en poésie, c'est un peu le même principe. J'avais souvent ma chute de poèmes avant le reste. Mais c'est après ça, dans la construction du texte, que tout diffère, en fait. C'est-à-dire que on enlève la rime, on enlève les couplets, refrains, on enlève la structure mélodique, ce qui donne une grande liberté à l'auteur, mais comme je l'ai dit quelques fois, c'est aussi vertigineux d'avoir cette grande possibilité, ces grandes possibilités-là. Donc, chaque mot doit prendre sa place. On peut pas cacher quoi que ce soit derrière une interprétation, derrière une musique, derrière des arrangements musicaux. Fait que ça devient, ça devient vertigineux à ce niveau-là parce qu'on sait que les gens vont ne s'attarder qu'aux mots. Bon, mais c'est ça, se mettre à nu. Puis dans ma grande naïveté, moi, je pensais que c'était plus simple, en gros guillemets, là, de faire des poèmes parce que on avait besoin de moins de mots, c'était moins long dans le texte, tout ça. Mais au contraire, cette espèce d'esprit de synthèse que vous avez probablement développé encore plus, ça a été comme une contrainte pour synthétiser la pensée, pour exprimer beaucoup de choses. Ouais, il faut pas calculer l'effort au nombre de mots, Non. ça c'est sûr, ça. Parce que oui, c'est un travail d'aller dans la, comment je dirais, oui, dans la simplicité, mais aussi dans une direction, j'ai pas la bonne image, là, j'allais dire une direction directe, c'est pas la bonne chose, mais d'y aller droit au but, en fait. Les poèmes qui se sont retrouvés dans le livre, ils étaient tous plus longs à la base. Puis après ça, c'est cette idée d'élaguer, d'y aller au maximum de l'esprit d'être le plus concis possible, finalement. Mais élaguer dans une histoire, puis on y arrive parce que c'est un recueil qui est très, très personnel, hein, c'est autobiographique, c'est un follow spot qu'on met sur une partie de votre enfance qui a été difficile, puis vous me l'avez déjà dit en entrevue, moi, mon père, il me faisait peur. Quand j'étais petit, ce qu'on entend, c'est que ça n'a pas été à votre goût, qu'il y a eu de la violence, qu'il y a eu, en tout cas, d'élaguer dans quelque chose qui est si profondément ancré en vous, puis dans le petit gars que vous étiez, c'est ça doit pas être un exercice toujours ben agréable. Tu sais, c'est plus... ouais. En fait, c'est pas dans le contenu que j'ai élagué. Je veux dire, les souvenirs ils étaient là. C'est plus au niveau de vraiment la construction du texte et des mots. Mais c'est évident que
dans ce contexte-là, il fallait que j'approche le tout avec la plus grande transparence, la plus grande authenticité, et je n'avais pas envie de me cacher derrière quoi que ce soit. Je pense que ça prend une transparence totale pour pouvoir faire ce genre d'exercice-là. Sinon, ça sert à absolument rien de le faire. Tu sais. Mais quand vous vous êtes mis en tête de gratter ce morceau-là de votre vie, vous saviez d'emblée que ce ne serait pas facile tout le temps. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez repoussé le projet en vous disant « Oh, ça ne me tente pas d'embarquer là, ou de retourner. » En fait, je suis très naïf, moi. Oh, Je m'embarque souvent dans des projets sans trop calculer. J'ai toujours été attiré par la spontanéité des choses, par l'instinct. Puis j'ai toujours approché la musique de cette manière-là. Donc, l'idée me vient. Elle est assez forte pour que j'avance le projet, mais je me fais pas d'idées. J'ai pas d'attente. Je me fais pas d'idées sur le déroulement, sur le processus. Ceci dit, évidemment que c'était plutôt difficile dans le contexte dans lequel j'étais parce que mon père étant toujours vivant aussi, je savais qu'il allait le lire, je savais que je replongeais dans des trucs qui allaient peut-être secouer des personnes, de la famille, donc oui, c'est vos souvenirs, mais ce sont les leurs aussi. Ouais, aussi j'ai des frères, sœurs, tu sais, donc c'est pas nécessairement tout le monde qui a la même approche. Tu sais, moi, on parle souvent de l'écriture comme de quelque chose de thérapeutique, et je pense que ça l'est, mais c'est pas nécessairement tout le monde toujours qui a envie de s'en aller dans cette direction-là, puis de prendre cette direction-là. Ce qui fait que bon, ça c'est mon cheminement à moi, mais bon, j'implique les autres automatiquement en le faisant. C'est peut-être la chose qui m'a un peu qui m'a amené plusieurs questionnements à un certain niveau. Est-ce qu'à un moment donné, les questionnements ont été assez forts pour vous dire que c'est peut-être pas une bonne idée, le coût versus bénéfice, le prix à payer va peut-être être plus élevé que ce que moi j'ai envie de payer? Non. Non, jamais? Non. Avez-vous demandé des permissions? En fait, la première personne qui a lu le recueil, c'est mon père. Donc, ça, c'était sûr. L'idée, c'était pas de régler des comptes. C'était vraiment ce n'était pas de créer de malaise. Et s'il y en avait eu, je pense que j'aurais reculé. Mais c'est important de mentionner que votre père a fait un sacré cheminement parce qu'on s'est parlé, nous, quand vous m'avez accordé une entrevue pour Les Malins à la radio de Radio-Canada, Ouais. il y a 2 ou 3 semaines, vous m'avez dit, moi, j'ai eu 2 pères dans la vie. Donc, il y a oui, eu ce absolument. papa-là qui vous c'est a important de le dire. Là. Je veux dire, effectivement, j'ai eu 2 pères dans le sens où il est arrivé un moment dans la vie de mon père où il a décidé de carrément se prendre en main, de se regarder dans le miroir. Il a eu le courage, la résilience d'accepter le passé parce qu'il y a des regrets là aujourd'hui, c'est sûr, mais bon, il est capable de regarder ça et de ne pas se cacher derrière quoi que ce soit. Derrière une façade, il n'essaie pas de projeter une image autre que la sienne, et ça, je dois lui lever mon chapeau pour ça. Évidemment, après ça efface pas. Puis ça, moi, je vis avec ça, puis lui aussi, je vis avec ça. Mais justement, ça fait en sorte quand même que j'ai un père qui est peut-être à l'origine de certains traumatismes, mais ou d'une certaine anxiété, en tout cas, mais j'ai aussi un père qui est l'exemple parfait d'une résilience, c'est ça. Une rédemption, en tout cas. D'une rédemption. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il est un grand confident. Et je trouve que c'est une belle histoire, tu sais, en bout de ligne, tu sais, même si c'est pas toujours évident, tu sais, de dealer avec ces souvenirs-là, puis ces mécanismes et ces traces-là, tu sais, ces stigmates-là qui sont ancrés quand même. Quand il l'a lu, est-ce que c'était à côté de vous ou est-ce qu'il l'a lu de son bord après ça? Non, c'était à distance. Oh, je pense pas que j'aurais voulu qu'il le lise à côté de moi. Mais ceci dit, dès le lendemain, c'était bravo. Il m'a dit bravo. Puis j'y ai demandé est-ce que tu acceptes que je le publie? Puis il m'a trouvé niaiseux de lui demander, en fait. En même temps, vous aviez besoin de
te Oui. dit, OK, loge, mais... Je dis, il m'a trouvé niaiseux, c'est dans le sens que, oui, évidemment, il faut que tu publies ça, c'est ton histoire. Mais ça le plaçait dans une situation où il paraissait mal à certains égards. Ouais. Évidemment, là, on a l'autre côté de la médaille, Ouais. mais lui, il laissait aller ça aussi. C'est ce qu'il m'a dit, en fait, c'est arrivé, c'est la vérité. Donc, j'ai pas à faire semblant de quoi que ce soit. Je dois faire face à ça. On vit avec les conséquences de ce qu'on a fait, puis chapeau, il est capable de le faire. Puis vous êtes papa. Donc, il y a ça aussi comme moteur de création, j'imagine, au début, parce que quand on devient parent, là, toute la parentalité, l'aspect qu'on connaissait pas puis qu'on soupçonnait pas nous arrive en pleine face. Donc, l'idée de pas reproduire ça, est-ce que ça a été un moteur dans votre création du recueil? Ah oui, c'était le principal moteur. Ouais. En fait, c'était cette envie, quand j'ai eu des enfants, je me suis mis une grande pression, comme beaucoup de parents, mais moi, j'avais, au-delà de la pression, c'est que j'avais une peur de recréer un pattern. Parce qu'on se rend compte aussi que ce sont des blessures qui se perpétuent de génération en génération, puis ça fait en sorte que à notre tour, on arrive là-dedans, on est peut-être plus conscient parce que la génération dans laquelle je suis, on nous a appris à peut-être se questionner davantage, à parler aussi de ces blessures-là, de cette souffrance-là. Donc, je me suis mis une grande pression. Puis, j'ai eu envie de briser cette chaîne-là générationnelle, tu sais. Donc, c'est à la base, c'était le principal moteur de tout. Puis, ce qui arrive aussi en élevant nos propres enfants, c'est qu'on revit notre propre enfance automatiquement. Puis moi, j'avais toujours une petite voix derrière moi là, qui me disait, aussitôt que je parlais calmement à mes enfants, que je les consolais, que je faisais ce qu'il fallait faire, il y avait une petite voix qui me disait, ah, t'aurais aimé ça qu'on fasse ça aussi pour toi, tu sais. Fait que j'en arrivais à... Je dis pas ça pour faire pitié. Non, mais l'image est éloquente, par exemple. Oui, c'est ça. C'est cette idée de, OK, je le fais. Puis finalement, je revis ma propre enfance à travers ça. Puis je me rends compte que, OK, ça m'a peut-être marqué beaucoup plus que ce que je me laissais paraître, finalement. Puis vous parlez de la génération dans laquelle on est. Bon, vous êtes un petit peu plus jeune que moi, 2 ans plus jeune que moi, mais quand même, c'est générationnel où ça a commencé peut-être avec nous, où on nous a demandé un peu plus, ou peut-être nos enfants, comment tu vas, puis parle un peu. Mais ce matin, je faisais une entrevue pour le salon justement avec Madame Jeannette Bertrand. Il y a peut-être des gens qui sont avec nous qui y étaient aussi ce matin. Et elle parlait beaucoup des hommes. Jeannette, elle les aime beaucoup, les hommes. Il y a une génération de monsieur qui sont pris dans le carcan de la masculinité où tu pleures pas, puis tu te ramasses, puis t'es le pilier, puis t'es le père de famille. Donc, vous êtes arrivé tout de suite après ça, mais vous avez été élevé par un monsieur qui probablement était... Oui, on appelle ça de la masculinité toxique. Ouais, aujourd'hui, ça a un nom, mais vous, de faire ce chemin-là pour en arriver à votre recueil, je veux dire, on est quand même pas, ça fait pas 12 générations qu'on sait comment consulter, parler, puis se faire de l'introspection. Non, c'est ça, mais ça, c'est peut-être les traces de ma mère. C'est les traces laissées par ma mère qui a travaillé dans le domaine social toute sa vie, qui était directrice de la maison de la famille à Sherbrooke, directrice d'un centre de femmes en difficulté aussi. Puis donc, j'avais ces deux penchants-là. Puis moi, je vous disais tout à l'heure, ce qui avait été le principal moteur de tout ça, moi, l'idée, c'était de départager ce qui appartenait au climat difficile dans lequel j'ai grandi et ce qui appartenait à la génétique, à l'hérédité, aux blessures qui se transmettent de génération en génération. Et force est d'admettre, je le savais, mais là, j'ai pu le constater, à quel point on est avec un bagage génétique. Puis mes enfants, j'en ai deux, ils ont seulement 16 mois et demi de différence, puis c'est deux personnalités totalement différentes. Chez nous, on était 4, puis moi, je le sais, je suis né avec une hypersensibilité, puis une certaine fragilité, je pense. Donc, ce qui faisait que j'ai gobé tout de suite cette ambiance-là qui était un peu plus difficile. Donc, ce qui fait qu'on réagit tous différemment à ça, finalement. Puis
Puis voilà, je me perds dans mon explication. Non, mais ça me ramène même à un bout du texte que vous avez écrit. Vous écrivez « Le bonheur est un ramassis de mécanismes de défense ». En fait, vous l'avez pas écrit, vous l'avez dit en entrevue. Ah oui. Le bonheur est un ramassis de mécanismes de défense, puis la personne qui a les meilleurs est la plus heureuse. Il y a un sarcasme, il y a une vérité, mais il y a quelque chose d'hyper révélateur. On est un peu entre les deux parce que je pense avoir vécu à côté de moi-même. J'ai existé à côté de mon âge. Je dis, je pense, dans le livre. Oui. C'est-à-dire que on est convaincu de choses, mais je veux dire, l'humain est pas fait, est foncièrement fait pour éviter. Mais on se protège, hein? Le cerveau fonctionne comme ça, ben oui. Donc, on contourne souvent le problème. Puis on en arrive à comment je dirais ça, à foncer dans le tas ou à creuser davantage, peut-être rendu à un certain âge, oui, mais aussi quand on n'a plus le choix, quand ces mécanismes-là ne fonctionnent plus. Pour certaines personnes, heureusement, ça fonctionne toute une vie. Mais pour d'autres, on frappe un mur à un moment donné, puis on se rend compte que, OK, ben je pensais que j'étais réellement comme ça, mais au fond de moi, j'ai l'impression que je me connais pas réellement. Ouais. Et c'est un peu ça qui était derrière l'écriture de ce livre-là. J'ai eu cette impression-là. Appelons ça, je viens d'avoir 40 ans. Est-ce qu'on appelle ça la crise de la quarantaine? Est-ce qu'on appelle ça un bilan? Est-ce qu'on arrive à un certain... Est-ce que j'en étais tout simplement rendu là dans ma vie? Je le sais pas. Pour certaines personnes, ça se fait à d'autres âges. Vous auriez pu vous acheter une décapotable aussi, tu sais. Exactement. Moi, je pense qu'on est peut-être allé un petit peu plus loin. J'ai rien contre les décapotables. Non. Je vois les gens qui nous écoutent, qui écrivent des questions. J'en prends une. Votre façon d'écrire la poésie et encore plus dans vos chansons, donc comporte des chocs d'images. C'est vrai, on en parlait tantôt, des contrastes qui pourraient être invraisemblables, mais qui sont d'une justesse à faire frissonner. Est-ce que vous cherchez à provoquer ce choc ou l'écriture vous vient de cette façon? Est-ce qu'il y a un travail volontaire pour shaker le prunier ou si vous écrivez comme ça? Je dirais un peu des deux. C'est super intéressant, en fait. Merci beaucoup pour la question. C'est super intéressant. Au départ, je sais qu'il y avait cette volonté-là de frapper. Je me disais, si je veux faire ma place, faut qu'on retienne ce que je dis. Puis, moi, je suis arrivé à l'écriture de chansons par cette volonté davantage d'écrire que de faire de la musique. Je pense que oui, je suis musicien, mais je suis assez autodidacte. Puis j'en suis venu à la chanson parce que j'avais envie d'écrire et non le contraire, ce qui était quand même assez différent de plusieurs auteurs, compositeurs, interprètes que je connais qui aiment la musique à la base et qui se doivent de mettre des textes sur leurs chansons après. Vous êtes un gars de texte qui habillait. Je pense. Oui. OK. Effectivement. Donc, puis j'avais ce désir-là de frapper avec des mots parce que je me suis rendu compte que, moi, ça me touchait, qu'on parle de Desjardins souvent, mais tu sais, moi, je suis tombé là-dessus à l'adolescence, puis je me suis dit, mais quel pouvoir de savoir, en fait, justement, frapper avec des mots, que ce soit touché, que ce soit questionné, peu importe. Et je sais pas, moi, ça m'a marqué. Ce qui fait que, oui, j'ai quand même cette volonté-là de trouver des images fortes, mais ce n'est pas trop forcé. J'ai appris avec le temps, à un moment donné, à ne pas exagérer, tu sais, parce qu'on peut aller dans un tout autre registre où les images sont juste fortes pour être fortes. Fortes pour être fortes, mais qu'elles ne servent à rien. Donc ça, c'est peut-être l'équilibre à trouver dans l'écriture, je pense. Mais moi, je pense, Chainsaw. T'sais, on n'avait jamais entendu ce mot-là tant que ça dans une chanson et ça devenait une chanson poétique. Je pense Tes bras comme une muraille, là, on est dans la douceur, je pense. Toi, Cathédrale, pour les gens qui connaissent votre discographie. Peut-être aussi, oui, qu'il y a eu au fil des albums, je sais pas, l'entonnoir a peut-être fait passer quelque chose d'un peu plus fin. Avez-vous l'impression déjà que votre écriture oui. Je dis raffinée? Oui, absolument. Se raffine. Je sais pas quel texte est meilleur qu'un autre ou quelle chanson est meilleure qu'une autre. En fait, c'est à tout le monde de vous répondre. Oui, c'est ça. Mais ça m'importe peu, en fait. C'est juste, mais je le vois. Est-ce que ça se raffine? Je le sais pas, mais il y a un regard différent, en tout cas, sur l'écriture. Puis, il y a surtout, je pense qu'on apprend à écrire en écrivant.
Puis le problème, c'est peut-être qu'on veut être bon tout de suite. C'est la maladie de l'époque dans laquelle on vit. Exactement. Moi, j'ai accepté que je réécoute des vieilles chansons, puis je les trouve très ordinaires, tu sais, mais à cette époque-là, je suis content qu'elles existent parce que je me dis, bon, ça fait en sorte, le chemin est aussi important que le résultat, tu sais, fait qu'il faut toujours garder ça en tête. C'est comme ça que j'approche l'écriture, dans le fond. Puis je me souviens que dans vos spectacles, dans l'Ancien Monde, quand on allait voir des shows, Oui. souvent, il y avait des poètes qui faisaient vos premières parties. Oui. Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, ça aussi, je vais le faire un jour, ou est-ce que ça vous a intimidé à un moment donné, la poésie, que vous aimiez ça, mais que vous avez eu de la misère à vous placer dans la peau du poète? Non, en fait, c'était pas une première partie, c'était vraiment j'invitais des poètes à faire des lectures, puis ça s'intégrait dans mon spectacle. C'était pendant mon spectacle. C'est important de le mentionner, je pense, parce que vraiment, j'avais envie de faire une place dans mon spectacle. Ça fait partie de la mise en scène. Oui, absolument. Puis mais c'était différent à chaque fois. Dans chaque région, je prenais un poète. Pas de la place. Ouais. Puis voilà, mais je pense que déjà à cette époque-là, j'avais envie, parce que j'en lis quand même beaucoup de poésie, puis j'avais juste envie de rencontrer ces gens-là parce que j'ai trouvé bon. Puis c'est sûr que l'idée était en train de germer dans mon esprit qu'un jour j'allais me lancer là-dedans. Le timing était peut-être pas le bon parce que j'enchaînais les albums un après l'autre, mais je pense qu'à cette époque-là, c'était déjà clair pour moi que j'allais faire le saut éventuellement. Puis est-ce que cette espèce de drôle d'année, pas drôle, de pandémie vous a donné ce qu'il fallait comme temps? Oui, mais peu importe. En fait, j'ai terminé ma dernière tournée qui a duré 2 ans et demi en décembre 2019. Bon. Donc, je suis arrivé après les fêtes au début 2020 en ne sachant pas qu'il allait y avoir une pandémie et en sachant par contre que je me lançais dans l'écriture d'un recueil de poésie avant même d'écrire des nouvelles chansons. Je trouvais que le timing était bon là. Puis j'avais besoin un peu de m'éloigner de la chanson parce que, comme on disait, j'ai enchaîné les albums et les tournées assez rapidement dans les dernières années. Puis c'est ça, c'était comme juste un défi, puis c'était une envie de savoir si j'étais capable d'exister dans une autre forme d'écriture, puis dans un autre style. Ça a parti comme ça, assez naïvement, mais bon, avec un intérêt certain, pour l'exercice. Puis là, on vous retrouve, pour les gens qui ne le savent pas, c'est un studio, c'est là où vous êtes. Vous êtes à Saint-Élie-de-Caxton, au studio de Jeannot. Oui. J'imagine que vous n'êtes pas allé écrire de la poésie là. Ça veut dire que vous travaillez sur un nouvel album? Ouais, ben là, je travaille sur un petit EP de reprise. À travers les années, j'ai accumulé, j'ai fait plusieurs prestations télé, radio, des hommages à Jim Corcoran, Clémence Desrochers, à plein de trucs comme ça puis on me demandait souvent d'en disquer ces reprises-là, mais je n'étais pas à l'aise de mettre une reprise à travers un album de composition. Donc, je me suis dit, je vais toutes les rassembler ensemble. Donc là, j'ai un petit mini-album de 6 chansons qui devrait sortir avant l'été, probablement au mois de mai, de reprise, en fait. Puis j'enregistre ça avec Jeannot Bournival à Saint-Élie-de-Caxton. Puis ça, il l'avait dit à personne. Donc, les gens qui sont ici, vous avez une primeur. Mais en même temps, j'ai recommencé à écrire des chansons pour un album de Tire le Coyote. D'après moi, on devrait enregistrer peut-être plus à l'automne prochain. Donc, d'après moi, le prochain album de Tire le Coyote devrait sortir en 2022, début 2022. Puis les gens qui vous ont découvert ou que vous avez gagné par le truchement, le billet de la musique, comment on les convainc, encore là, le mot est peut-être pas le mieux choisi, mais de tenter la poésie. Les gens qui sont pas naturellement attirés par la poésie, comment on leur dit venez faire un tour, venez voir. J'ai de la difficulté à répondre à ça parce que je me dis, mais en même temps, je pense que c'est comme le vin, la poésie, finalement. On en arrive à avoir un esprit critique en consommant. Mm-hmm. Si on achète toujours la même bouteille, c'est évident qu'on ne développera pas ses papilles gustatives. Il était bon, Rimbaud, mais si on boit juste du Rimbaud, exactement. Il nous manque... Puis tu sais, je pense, je pars avec l'idée aussi que la poésie, pour moi, c'est beaucoup plus accessible que ce qu'on pense. En fait, puis c'est peut-être
moi, ma plus grande joie quand je suis arrivé dans le milieu de la musique, puis je me suis rendu compte que j'étais capable d'aller chercher les gens, puis il y avait un public qui commençait à me suivre. Je me suis dit, ah, mon Dieu, ça existe, ces gens-là, qui s'attardent à ce que je dis dans mes chansons. Parce que je me suis rendu compte qu'ils étaient intéressés par les mots que j'écrivais. Mais c'est pas le seul à triper sur le pouvoir des mots, hein? Exactement. Puis donc ça existe, tu sais. Puis je pense que les gens, c'est sûr que le mot poésie fait peur parce qu'on nous a surtout appris à justement on parlait de Rimbaud, Verlaine, Baudelaire, tu sais. Puis c'est le foulard, puis tu sais, il y a quelque chose de très puriste de dans la philosophie aussi. Puis, ouais, puis c'est pas nécessairement ça tout le temps, tu sais. Puis aujourd'hui la poésie elle est beaucoup plus libre, elle est beaucoup plus large aussi. Puis voilà, moi, c'est une des choses dont je suis probablement le plus fier avec la sortie de ce livre-là, c'est que j'amène peut-être je suis conscient là, que j'ai une certaine couverture médiatique parce que je suis chanteur, mais ça amène quand même un certain public à peut-être acheter leur premier livre de poésie, tu sais, parce qu'ils sont curieux de Tire le Coyote qui sort un livre de poésie. C'est vrai. Ça peut être la porte d'entrée. Ça peut être une porte d'entrée, puis qui va en amener quelques-uns à découvrir d'autres poètes, parce qu'il y a une scène hallucinante là, en poésie au Québec, vraiment. C'est vrai. Là, il y a des commentaires qui s'accumulent, puis je vois le temps qui file. Celui-là, il est beau, puis il est pas facile. C'est Lily qui nous écoute. Elle dit « J'écoute vos chansons en boucle. Elle vient de perdre son mari. » Puis elle dit « Vos textes sont tellement beaux, puis vous lui faites du bien. » Je suis contente que vous soyez là, Lily. Merci. Et une dernière, on a le temps pour une dernière. À la lecture de votre recueil que j'ai savouré lentement, je suis restée sous l'impression qu'il me manquait un chapitre, celui sur l'amour, celui qui permet cette paternité. Envisagez-vous écrire un recueil poétique en flirtant avec ce thème? Ah, certainement. L'amour est jamais bien loin. Je pense que c'est le remède principal à la bêtise humaine, peu importe dans quel domaine. Ce sera des chansons, ce sera peut-être l'écriture aussi, mais évidemment que c'est jamais bien loin. Puis par rapport aux commentaires de Lily avant, ce que je trouve bien dans mon répertoire de chansons, c'est que j'ai autant des chansons qui jouent dans des funérailles que des chansons qui jouent dans des mariages. Parce que pour moi, c'est l'expérience ultime. Ça prendrait une autre demi-heure pour me lancer là-dessus, là, mais bon, je veux dire que ce soit l'amour, puis ce sont de grands événements dans une existence, en fait, puis je sais pas, j'ai une espèce de sensibilité face à ça, fait que je suis toujours très heureux de lire les témoignages par rapport, que ce soit pour un ou pour l'autre, finalement. Ouais. Ben, on attend la suite, mais en attendant, merci beaucoup d'avoir osé. Ça n'a pas été un chemin facile, c'est ce qu'on comprend. Puis en même temps, le fait que vous ayez passé à travers ça, nous permet, nous autres, de passer à travers plein d'autres choses parce qu'on reçoit toujours les œuvres, les mots, les chansons à la hauteur de ce qu'on est, puis avec l'expérience que nous, on a. Donc, on va aller se procurer le livre, ça fera son petit chemin. Absolument, c'est ça qu'il faut. Nous autres. Ça existe pour ça. Merci beaucoup, Benoît Pinette. Merci à vous. Merci. Merci mille fois à tous ceux et celles qui étaient là. Et on vous tiendra au courant quand le prochain recueil puis le prochain album sortira. Certainement. Merci. Bye bye.